Bonjour. Bonjour à tous. On va laisser les dernières personnes se poser, s'asseoir. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir. Je suis donc Sonia Mamin, la directrice des One-to-One. Et je suis très heureuse de vous accueillir tous ici, sous le soleil monégasque, avec une édition exceptionnelle. Tout d'abord, normalement, on le dit à la fin de l'événement, mais je voudrais quand même le dire au début de l'événement. Je voudrais dire un très grand merci à toutes les équipes d'avoir organisé cet événement. Merci Héloïse pour la programmation. Vous pouvez l'imaginer, c'est un dur, long travail, un parcours du combattant avec toujours des petits aléas, y compris de dernière minute avec les grèves. On trouve toujours des solutions. Donc je vous remercie d'avance aussi pour votre sollicitude vis-à-vis des équipes. En tout cas, on est tous ravis de vous accueillir. Cette édition, cette 12e édition exceptionnelle, c'est plus de 2000 personnes, c'est 1100 annonceurs qui sont venus rencontrer les prestataires de solutions, 180 partenaires, 12 startups, plus de 8000 rendez-vous. Donc on est vraiment ravis de tous vous accueillir. Dans un contexte de crise, choisir les bonnes technologies est véritablement un enjeu pour tous les acteurs de la distribution et du e-commerce. C'est un enjeu de compétitivité certain et c'est aussi la raison pour laquelle nous organisons d'année en année ces rendez-vous d'affaires pendant ces 3 jours. En 2022, et donc je laisserai la parole bien entendu sur beaucoup plus de chiffres à Marc Lelivier de la FEVAD, mais les ventes en ligne ont progressé de 13,8%. Ce n'est pas rien. Donc après 2 années extraordinaires, suite au Covid, ça n'a échappé à personne du fait que nous vivons tous des crises. Crise de l'inflation, crise économique, crise énergétique. Le marché doit à présent s'adapter dans un monde de plus en plus incertain et complexe, où l'agilité doit être encore plus au cœur de nos préoccupations, de nos organisations. Depuis 12 ans, le One-to-One Retail est le lieu et le moment pour répondre à vos enjeux business et identifier également vos problématiques de demain. Nous vous avons donc du coup concocté un programme très riche sur ces 3 jours. Une matinée qui va être très riche pour ouvrir cette plénière, avec notamment donc, Marc Lelivier de la FEVAD qui va venir présenter son baromètre des e-commerçants en exclusivité ce matin même, suivi par la restitution du Before, qui est un nouveau format que nous avons lancé cette année, avec une cinquantaine, bonne soixantaine même, de dirigeants d'entreprises qui se sont réunis hier et ce matin. On en parlera un peu après, suivi bien entendu par la keynote de Rakuten avec Fabien Versavo et Élodie Pertuiseau de Carrefour. Donc Marc, c'est à toi et surtout passez un bon moment. Merci Sonia, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin pour cette 12e édition de One-to-One, un événement dont la FEVAD est partenaire depuis sa création. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque année ici pour ce moment d'échange, de partage, pour cet événement qui réunit l'ensemble de la profession et l'ensemble de l'écosystème. Et c'est vrai que c'est important, ces rencontres entre les e-commerçants et les apporteurs de solutions pour essayer d'avancer et d'améliorer en permanence le e-commerce. Et je salue évidemment Sonia, Héloïse et toutes les équipes pour la qualité de l'accueil et tous les efforts qu'ils mettent en œuvre pour nous accueillir dans les meilleures conditions. Alors la FEVAD, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la Fédération française du e-commerce. Notre rôle, c'est d'accompagner le développement du e-commerce en France, mais c'est aussi de promouvoir un e-commerce qui soit à la fois performant, compétitif, mais aussi responsable et durable et qui reflète en quelque sorte les valeurs des entreprises adhérentes de la FEVAD. Elles sont nombreuses ici, je suis ravi de les retrouver. Et donc on est à la fois une instance de représentation auprès des pouvoirs publics, auprès des corps intermédiaires, des médias, mais c'est aussi la FEVAD un lieu d'échange, un espace de dialogue, d'information, notamment à travers les nombreuses études que nous réalisons tout au long de l'année pour essayer à la fois d'identifier, d'analyser,
pour mieux comprendre, mieux appréhender et donc vous permettre de mieux anticiper toutes ces évolutions qui traversent le e-commerce. Alors ce matin, on a décidé de vous présenter, comme le disait Sonia, une étude en exclusivité. C'est une étude que nous réalisons chaque année avec LSA et Opinionway. Elle consiste à interroger les dirigeants de sites Internet pour leur demander un petit peu leur perspective, leur vision et de partager avec nous leur regard sur 2023. Donc l'objectif, c'est vraiment de prendre le pouls de ces professionnels, de prendre la température du marché pour essayer de comprendre comment va évoluer le e-commerce en 2003 et essayer de tracer quelques lignes de perspective avec un regard prospectif. Alors, cette enquête, ont participé, vous voyez, 106 dirigeants d'entreprises. C'est vraiment des dirigeants, soit des fondateurs, des présidents ou des directeurs, dans des secteurs très variés, des tailles également variées, et très important, parce que c'est le reflet de la salle ici, il y a un parfait équilibre, une parité entre les retailers et les pure players, et bien entendu les marques qui sont de plus en plus nombreuses, notamment à travers le D2C, à avoir une activité e-commerce. Alors, je ne vais pas vous présenter tous les résultats parce qu'il y a une quarantaine de questions. C'est un questionnaire assez long qui est encore en cours d'analyse avec Opinionway. Mais ce matin, on va essayer de voir avec vous les principaux enseignements de cette étude autour de 4 volets que j'ai sélectionnés, qui sont d'un côté le climat des affaires, de l'autre, et je crois que ça vous intéresse tous, les priorités en termes d'investissement, également l'international qui est devenu un vrai enjeu pour le e-commerce, et puis on fera un dernier point sur la conjoncture et la situation actuelle et la manière dont les e-commerçants abordent cette conjoncture, ce contexte économique très particulier. Et on démarre tout de suite avec le moral des e-commerçants, c'est-à-dire le climat des affaires. On leur demande chaque année s'ils sont plus optimistes, moins optimistes ou aussi optimistes que l'an dernier. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que malgré la crise, malgré les tensions internationales, malgré le e-commerce qui a connu, c'est vrai, un développement très important pendant ces 2 années Covid, mais en même temps, sur les derniers mois, vous savez, un ralentissement qui est un petit peu le contre-coup de l'augmentation, et bien malgré tout ça, le moral reste bon, puisque vous voyez que 71% des dirigeants d'entreprise sont autant, sinon même plus optimistes que l'an dernier. Ce qui est très important, c'est que la part des plus optimistes est repartie à la hausse par rapport à l'an dernier, ce qui montre bien que malgré la crise, il y a un regain de confiance dans la capacité effectivement d'aborder cette crise. Alors cette embellie sur le moral, elle se traduit par des projections sur le chiffre d'affaires et la rentabilité qui sont elles aussi intéressantes, puisque 61%, vous voyez, des dirigeants anticipent pour 2023 une hausse, et le nombre de ceux qui anticipent une baisse du chiffre d'affaires est en recul, et de manière encore plus importante, vous voyez, près de 1 sur 2 pense qu'il va améliorer la rentabilité au cours de l'année. Donc des indicateurs plutôt intéressants qui montrent un niveau de confiance important, et on leur a demandé aussi à ces dirigeants un petit peu quelles étaient les autres tendances, qu'est-ce qu'ils voyaient d'autre de manière plus générale en dehors de leurs entreprises sur le e-commerce. Alors le premier élément, il ne vous surprendra pas, c'est le développement de la RSE. Vous voyez, près de 9 sur 10 pensent qu'effectivement la RSE va se développer de manière importante au cours de l'année. De même que tout ce qui est rapprochement, concentration, alliance, on en voit tous les jours. En revanche, vous voyez que sur le plan du financement des projets, eh bien, les levées de fonds et les introductions en bourse sont moins anticipées pour cette année. Et effectivement, on a aussi 60% qui pensent qu'il y aura plus de fermetures cette année que l'année précédente. On voit maintenant les priorités en termes d'investissement pour justement soutenir la croissance et la rentabilité. Et quels sont les investissements prioritaires des e-commerçants, donc à la fois retailer, pure player pour 2023. Et là, c'est une vraie nouvelle, puisque c'est la 12e année qu'on fait cette enquête. Et pour la première fois, depuis la création de cette enquête, ce n'est pas l'informatique qui arrive en tête des priorités d'investissement, vous allez voir, mais c'est la RSE, ce qui est vraiment un signe des temps, et l'importance qu'accordent aujourd'hui les entreprises à la RSE. Évidemment, on retrouve l'informatique et l'international qui avait été un peu délaissé pendant la crise Covid, qui est en 6e position et qui remonte aujourd'hui à la 3e position. Sur le marketing, la publicité, on ne va pas pouvoir développer, mais c'est vrai que le SEO remonte vraiment en force. Les réseaux sociaux sont un petit peu en baisse, et la publicité, notamment display, est
retargeting est en hausse. À noter que beaucoup d'investissements ont été faits dans la logistique notamment et les emplois, ce qui explique sans doute que leur position soit un petit peu moins forte en termes d'investissement. Qui dit investissement dit innovation. Et là aussi, on leur a interrogé, on en a interrogé les dirigeants pour savoir quelles étaient, d'après eux, les innovations les plus prometteuses et celles sur lesquelles ils allaient miser sur les 3 prochaines années. Et là, vous ne serez pas surpris, mais le premier, évidemment, c'est l'intelligence artificielle qui arrive largement en tête des investissements prioritaires. Alors, on a voulu voir quand même tester ChatGPT. Et vous voyez qu'il arrive quand même en 2e position, donc on n'est pas du tout sur un gadget. On a la réalité virtuelle et à l'inverse, vous voyez que le métavers convainc assez peu puisqu'il est très très loin derrière par rapport à l'intelligence artificielle qui arrive quand même à 90% en tête des innovations les plus prometteuses pour les sites de e-commerce. On va passer maintenant à l'international. L'international, je le disais, qui avait été un petit peu délaissé pendant la crise Covid, où les gens s'étaient recentrés sur le marché domestique. Un marché domestique, vous savez, qui était en très forte progression, puisqu'on a eu des croissances de plus de 50% et sur certains sites de plus de 100%, notamment pendant les périodes de confinement. L'international, à l'évidence, aujourd'hui, revient en force. Alors, on vous a mis le nombre de sites qui sont à l'international. Ça ne bouge pas beaucoup. On est à peu près à 62% de sites. C'est à peu près l'équivalent que l'an dernier. Mais vous voyez qu'on a à peu près 40% qui font entre 5 et 20% de leur chiffre d'affaires à l'international. Et on a un top 3 qui change un petit peu, puisque la Belgique reste bien sûr le premier pays de destination des e-commerçants, suivi de l'Espagne. Mais cette année, c'est l'Allemagne qui prend la place de l'Italie, qui est en 4e position. Et à savoir le Royaume-Uni, donc, qui sort du top 5 de ce classement. Également intéressant de voir que l'Afrique et l'Asie occupent une place à peu près équivalente. Alors, sur l'international, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que face aux difficultés du marché national, les sites se projettent beaucoup sur l'international. Donc, si vous avez des solutions e-commerce, je pense que cette dimension internationale est tout à fait essentielle, puisque vous voyez que 76% des dirigeants estiment qu'ils vont avoir une forte hausse, enfin une hausse importante, et même 1 sur 2, une forte hausse sur l'international. Donc, on voit vraiment qu'ils misent sur cet international pour développer leur activité et peut-être aussi pallier d'un marché français qui est un peu plus ralenti après des années effectivement assez exceptionnelles. Alors, je vous propose maintenant qu'on termine avec la conjoncture. On a essayé d'interroger les dirigeants sur l'impact de la guerre en Ukraine, sur l'inflation, sur un certain nombre d'éléments qui marquent aujourd'hui le contexte économique et géopolitique. Et on leur a demandé donc qu'est-ce qui les préoccupait le plus dans ces éléments de conjoncture et comment cela pouvait affecter le e-commerce. Alors, très clairement, on voit effectivement l'impact majeur aujourd'hui de l'inflation dans les préoccupations des e-commerçants. Ça se traduit par des préoccupations sur le coût des transports. Vous savez que ça a été un élément important en début d'année, pardon, juste en fin d'année dernière. Coût des transports, coût des marchandises, coût de l'énergie, mais aussi impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat et donc sur la consommation. C'est vraiment les 3 sources de préoccupations majeures. On voit que les préoccupations sur la fiscalité, sur les ZFE sont très très loin derrière. Et donc du coup, face à cette préoccupation concernant l'inflation, on a voulu leur demander finalement qu'est-ce qu'ils faisaient pour lutter contre l'inflation, quelles étaient les mesures qu'ils avaient prises ou qu'ils allaient prendre justement pour essayer de contrecarrer ces effets de l'inflation qui les préoccupent. Et là, on voit bien effectivement 3 leviers principaux qui sont utilisés aujourd'hui par les e-commerçants. Ce qui est intéressant, c'est de voir la hiérarchisation de ces leviers-là, on trouve en premier effectivement l'augmentation des prix pour 83% des e-commerçants. Le fait de jouer sur les marges et là c'est effectivement une moins bonne nouvelle, la réduction des investissements, malgré tout, ça fait évidemment partie de la stratégie. À l'inverse, on voit que, par exemple, sur la masse salariale, on est à 25%, donc il y a une volonté quand même d'essayer de privilégier d'abord les 2 premiers axes par rapport aux aspects liés soit à l'offre, soit à l'organisation interne. Alors, un autre sujet qui préoccupe beaucoup les e-commerçants et sur lesquels on a voulu faire le point, et d'ailleurs je crois que ça sera le thème d'une des tables rondes qui va suivre, c'est celui de la pénurie et des difficultés de recrutement. Alors, il faut que vous sachiez quand même que selon l'INSEE, une entreprise sur 2, mais je crois que
Alexandre Viros reviendra, une entreprise sur deux aujourd'hui éprouve des difficultés à recruter. Et bien dans l'e-commerce, c'est bien pire, puisque aujourd'hui, 69% des entreprises, donc 70% des entreprises, ont des difficultés à recruter. Et vous voyez que ce n'est pas que sur un poste, même si les postes dans lesquels elles ont le plus de mal, c'est la data et l'informatique. Je pense qu'Alexandre confirmera ça. J'ajoute qu'il y a un vrai décalage entre les PME et les grandes entreprises. Les entreprises de plus de 250 salariés, on est à 76% de difficultés de recrutement sur la data et à 60% sur l'informatique. Donc là, on est vraiment sur des secteurs pénuriques et il sera intéressant de voir comment le marché peut trouver des solutions par rapport à ce phénomène. Dernier point, pour conclure, on a voulu cette année également mesurer, évaluer l'attachement des dirigeants, donc votre attachement au secteur du e-commerce et savoir si finalement... alors attendez, avant ça, il y a les stratégies, on va venir sur le dernier point. Donc sur les stratégies, je vais passer vite parce que je crois qu'on y reviendra, mais on voit effectivement un point qui est majeur, c'est l'importance des engagements de l'entreprise, à la fois sur les valeurs d'environnement, mais également et encore plus sur tout ce qui touche à les valeurs sociétales, sur la lutte contre la discrimination, la parité. C'est un élément aujourd'hui qui est jugé comme étant essentiel dans le facteur d'attractivité. J'imagine que ça joue notamment un rôle important chez les jeunes. On voit bien sûr la communication, les mesures d'organisation, ce que certains appellent les mesures bonheuristes, les sociologues en tout cas appellent ça comme ça. Et puis les salaires, alors les salaires ça arrive en dernière position, mais vous voyez quand même qu'on est à 63%. Et même si vous ajoutez ceux qui disent que c'est prévu, on est à 75% quand même. Donc on voit un impact important quand même de cette situation sur les salaires. Là aussi, je pense que nos invités reviendront sur ce point. J'en viens donc au dernier point qui est celui de l'attachement au secteur du e-commerce et je ne fais pas durer plus longtemps le suspense, mais il est important puisque vous voyez 93% des dirigeants sont attachés au secteur, même s'ils restent ouverts aux autres secteurs. On voit qu'il n'y en a que 7% qui rêvent de quitter le e-commerce, sinon la grande majorité d'entre vous sont très heureux dans ce secteur-là et espèrent pouvoir continuer. Voilà, je ne vais pas prendre plus longtemps la parole. Je voulais donc en conclusion simplement dire que, le e-commerce n'est pas épargné par la crise. Il est évident que c'est un secteur aujourd'hui, je le rappelle, qui fait 150 milliards d'euros. C'est l'équivalent de la construction ou de l'automobile. Donc évidemment, la crise affecte aussi le e-commerce. Et en même temps, on voit des e-commerçants qui restent confiants dans leur capacité de résilience et de leur capacité à trouver des solutions pour surmonter cette crise et à être vraiment polarisés, c'est le thème de cette session, sur la croissance du e-commerce. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un excellent one-to-one e-commerce. Merci Marc. C'est une très bonne introduction puisque lors des sessions en fait, sur le Before, sur les deux groupes, le premier groupe dont je vais appeler Catherine Barba, ça a été sur les enjeux justement de recrutement, les enjeux au niveau RH, la gestion de la génération Z, mais j'en dirai pas plus. Donc j'appelle Catherine Barba, Alexandre Viros, Alexandre Frenetti et Carole Morvan. Merci beaucoup. Prenez place. C'est bon? Vous êtes prêts? Merci beaucoup Sonia. Bonjour à tous. C'est un bonheur pour moi de me retrouver sur cette scène. Tu me donnes avec ton équipe l'occasion de conjuguer mes deux passions professionnelles, la transformation du commerce et l'avenir du travail. Parce que je fais partie des 7% de renégats présentés par Marc qui ont quitté l'e-commerce. Après avoir sévi pendant 20 ans dans l'e-commerce, je suis passée du côté du futur du travail pour créer l'école des indépendants qui réussissent. Mais il y a un lien, vous allez voir, avec tout cela. Et donc, merci pour nous avoir donné l'occasion d'échanger. Alors, avant de présenter mes brillants camarades, je voulais vous dire le sujet qui nous a occupés ce matin et qui a été un peu abordé par Marc tout à l'heure. C'est vraiment de se dire, bon, là, je vous apprends rien, c'est quelque chose qu'on est tous en train de vivre, c'est la révolution du travail. C'est pas simplement la façon dont on travaille qui se transforme, mais c'est la place du travail dans nos vies. C'est le sens qu'on y met. Et donc notre postulat de départ, ça a été de se dire, sans talent, point de croissance. Point de croissance e-commerce, mais point de croissance tout court.
Et donc, on s'est interrogé pendant 1 heure ce matin. On a beaucoup travaillé pour vous. Et on s'est demandé comment est-ce que vous pourriez faire dans vos entreprises respectives pour arriver à attirer ces compétences dont vous avez cruellement besoin pour continuer à grandir. Comment vous pouvez les attirer, les garder, les engager et donc arriver à conjuguer, et c'est pas facile, hein, cette flexibilité avec la cohésion, l'impératif de croissance avec l'impact, dont vous allez parler tout à l'heure avec Mathieu. Et donc pour parler de ça, je vous laisse le temps de lire le CV de Camille, vous avez 5 minutes. Qui est écrit derrière. On était avec Camille Morvan, qui est la brillante fondatrice de GoChaba, avec 2 Alexandre Fréty, qui est CEO de Malte, et Alexandre Viros, qui est le patron d'Adecco. Et donc, les sujets qui nous ont occupés, on a pensé à vous pendant toute cette matinée. Le premier sujet, on s'est dit, le premier impératif, finalement, c'est le recrutement qui change. Et vous le voyez mieux que nous. La façon de recruter change profondément. Et c'est là que Camille nous a éclairés avec son regard. Merci. Merci beaucoup d'être là. Donc, j'ai quand même des notes parce qu'on a vraiment beaucoup bossé. Donc, il y a des trucs que j'avais déjà ce matin, puis d'autres choses qui ont été rajoutées. Mais en gros, il y a 4 points essentiels qui sont sortis ce matin. Le premier, c'est qu'on ne peut pas parler du recrutement ou de la RH ou de la gestion de talent indépendamment d'un contexte tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quand même une crise climatique et environnementale, etc. C'est pas... Donc, quand on parle de sens, de culture, de RSE, etc., le risque, c'est que ça devienne un peu vide. Et ça, quand une boîte aborde ces sujets-là d'une manière vide et creuse, les talents s'en rendent compte. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il faut quand même prendre ces sujets-là au sérieux. Ce n'est pas juste un sujet de marque employeur, ce n'est pas juste un sujet de comment on communique, mais c'est comment la boîte s'approprie ces sujets. On ne peut pas ignorer les problématiques long terme, même si on a des problématiques court-termistes aujourd'hui de comment attirer les talents, il y a des problématiques long terme de est-ce qu'on va encore avoir une planète dans 50 ans. Alors, ça c'est le long terme. Sur le court terme, le premier truc qui a vraiment émergé, c'est, je pense, le CV est dépassé. Le CV, c'est sûr, c'est dépassé. Il faut arrêter de recruter sur la base du CV. Une petite statistique, le CV a une précision de 20% quand des outils comme celui que j'ai développé, mais il y en a d'autres, on a une précision de 90%. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous sélectionnez 10 personnes sur la base de leur CV, il y en a 2 qui ont les compétences et 8 qui les ont pas. Donc vraiment, il faut arrêter avec le CV. Et pourquoi ça marche pas le CV ? Pour plein de raisons. D'une part, c'est parce que ça ne reflète pas le potentiel des gens, et d'autre part, le CV, c'est un marqueur social qui en plus renforce l'injustice sociale. Alors, le problème du CV qui rejoint le point essentiel d'après, c'est que en fait, on est passé d'un recrutement qui avant pouvait être ponctuel sur une longue durée, parce qu'avant les gens restaient en poste plus longtemps et les compétences étaient stables, c'est-à-dire que des compétences qui étaient stables pendant 30 ans, il y a 30 ans, aujourd'hui sont des compétences qui ont une durée de vie de 3 ans. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est passé d'un recrutement ponctuel à un recrutement de flux. Et pour gérer ce flux, il faut aller mesurer les soft skills et il faut les mesurer avec des outils qui peuvent gérer du flux. Je ne sais pas où j'en suis du temps. Non, c'est bien. Sur les soft skills, justement, il y a peut-être un point à faire particulièrement, parce qu'on en a pas mal parlé. Ouais, voilà. Donc, sur les soft skills, tu me dis pour le temps, je ne sais pas où j'en suis. Oui, je crie quand c'est trop long. Aujourd'hui, on a 75% des recruteurs qui disent que ce qui est essentiel à mesurer, c'est les soft skills. Et il y en a une grande majorité qui ne savent pas comment les mesurer. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Regardez ce que je raconte sur Internet. Mais en gros, les soft skills, c'est un espèce de terme ombrelle qui englobe plein de sujets différents. Donc, selon les problématiques que vous avez, il faut aller vraiment creuser quel type de soft skills vous avez besoin et comment les mesurer. Voilà. Et après, je voulais juste revenir un tout petit peu sur cette question de sens, mais on en parlera après. Mais c'est sur, quand je disais, on ne peut pas ignorer les problématiques globales, on ne peut pas ignorer les problématiques long terme. Aujourd'hui, quand les candidats disent qu'ils veulent un métier avec du sens, il faut les prendre au sérieux. Et le sens, donc quelqu'un d'autre que moi en parlera, mais aujourd'hui, on a 75% des candidats qui sont prêts à changer de job pour un job moins bien payé, pour trouver un job qui a plus de sens. Et ça pose la question du long terme et du court terme, mais aussi de l'individuel et du collectif. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient chercher un job, il ne vient pas juste chercher un salaire ou un bénéfice personnel, il vient essayer aussi de participer à un effort collectif. Et à contrario, des fois, les candidats ont des demandes qui sont bien pour eux, mais qui ne sont pas bien pour la boîte. Donc voilà un peu le résumé de ce matin. Bravo, beau résumé. On avait aussi abordé, pour finir ce sujet, un point très important qui vous a sûrement pas échappé, c'est l'importance de changer son onboarding, la façon dont on fait venir les gens dans nos entreprises et même le pré-onboarding. Et il y a des exemples très intéressants qu'on pourra partager plus tard. Une autre question que l'on s'est posée ce matin en pensant à vous, c'est de dire, mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment une pénurie de talent ? Parce que Marc Olivier l'a dit tout à l'heure, on parle de pénurie, mais est-ce que c'est vraiment le terme ? Et c'est là qu'Alexandre Fréty est intervenu.
Merci Catherine, ravi d'être parmi vous. J'aime beaucoup ce concept de pénurie de talent parce que je pense que c'est une solution de facilité pour se dire qu'on est tous confrontés au même problème. Pour moi, il y a effectivement ponctuellement des pénuries de talent, mais majoritairement, il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Et si on regarde ce qu'on a tous vécu dans nos entreprises depuis 3-4 ans avec le Covid, finalement, on a tous eu des salariés qui nous ont réclamé plus de liberté, plus de flexibilité, moins de règles. Moi, je fais des réunions tous les mois avec l'ensemble de mon entreprise et je retrouve exactement ce qui était sur la slide précédemment, c'est-à-dire j'ai un tiers des questions, c'est celle que j'appelle me, myself and I, comment je peux avoir encore plus, la semaine de 4 jours, travailler loin, encore plus de liberté, Merci, de flexibilité, moins de règles. Clergerie. Exactement. J'ai un tiers des questions qui sont sur l'impact, sur l'engagement en faveur de l'inclusion et de la diversité. Et j'ai un tiers de questions quand même sur les sujets plus régaliens de l'entreprise. Mais ça dit quelque chose de cette nouvelle génération. Ça, c'est extrêmement important. On est rentré dans l'ère du salarié consommateur, dans l'hyper-individualisation de la relation avec le salarié. Mais ça, si c'est ce qui fait rejoindre un salarié et une entreprise, c'est pas ce qui le fait rester. Et ce qui le fait rester, c'est les notions de lien, de sens et de développement. Et moi, j'aime bien ce terme de sens parce qu'il faut le prendre dans ces 3 acceptions. Le sens, c'est à la fois la signification, pourquoi je suis là, pourquoi je vais me lever tous les matins. C'est le sens au sens direction, où je vais, où va mon entreprise, mais au sens sensibilité, c'est-à-dire qui ramène plutôt à des émotions et à des leviers de motivation. Donc en fait, tout l'enjeu de chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est de réussir à avoir la quadrature du cercle entre d'un côté des gens qui demandent toujours plus, alors en même temps, moi, c'est un peu mon pain béni parce que ça crée des freelances. Et de l'autre côté, un projet d'entreprise qui reste plus important que les autres. Et quand on arrive maintenant sur le sujet un peu plus freelance, ce qui est intéressant avec la génération Z, aujourd'hui, on voit des gens qui sortent de très bonnes écoles de commerce, très bonnes écoles d'ingénieurs, qui nous disent « je veux un client et non pas un patron ». Et ça, c'est extrêmement neuf. C'est-à-dire des gens qui ont 23 ans et qui disent « j'ai pas envie d'être salarié ». Donc là, le message pour tous les gens dans la salle, c'est de dire que moi, on travaille avec 85% du CAC 40. Il y a 2 entreprises que je vois être vraiment pionnières sur le sujet. Et quand je dis pionnière, c'est-à-dire que c'est le directeur des ressources humaines qui intègre dans sa vision Open Talent les externes. On aime bien dire que les freelances, ce sont les plus internes des externes. Cette démarche-là, elle est extrêmement novatrice. Le DRH, pour citer un exemple de L'Oréal, quand on le rencontre, il nous dit « le statut importe moins que la compétence ». Et donc je demande à mes équipes de recruter les meilleurs, quel que soit le statut de la personne en question. Donc, qui parmi vous, pardonnez-moi, qui parmi vous, levez la main, est convaincu de cela, que le statut importe moins que la compétence? Ou est-ce que c'est important d'avoir les gens salariés parce que ça crée pour des questions de, je sais pas, de culture d'entreprise ou de confidentialité des données? Non, le statut importe moins que la compétence. C'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on dirait? 50%, un peu moins? Oui, et je pense qu'en fait, la bonne. Personne n'a raison, on a tort. Non, moi, je suis convaincu que dans 10 ans, les boîtes, elles seront faites de 70% de CDI, 30% de flexible workforce. J'aime pas trop ce terme-là parce que finalement, quand on dit flexible, on va surtout chercher de l'expertise pointue, de la compétence. Et on se rend compte que quand on mesure l'engagement moyen d'un freelance, il n'est pas moins élevé que l'engagement moyen d'un salarié. Donc cette approche complètement moderne, elle dépend avant tout des patrons métiers, donc des gens qui sont dans la salle, parce qu'on se rend compte que les DRH vont prendre un peu de temps à intégrer ce sujet-là. Tu parlais d'une deuxième entreprise? Oui, c'est Schneider. Voilà. J'ai deux exemples de boîtes du CAC 40 sur lesquelles on a vraiment une vision Open Talent à 10 ans avec des gens qui réfléchissent où est-ce que je vais aller chercher mes talents avec une logique. Je ne sais pas si vous connaissez ce framework de build, buy and borrow. Aujourd'hui, si vous voulez constituer une équipe, vous pouvez soit faire du build, c'est-à-dire vous allez former des gens en interne, soit vous pouvez faire du buy, je recrute, ça me prend 6 mois, soit je fais du borrow et donc je prends des salariés des freelances pendant un temps limité. Génial. Et c'est pas forcément moins bien que des salariés. Merci. Si on fait un focus plus sur les métiers qui nous rassemblent aujourd'hui, Alexandre, cette pénurie ou alors cette inadéquation de l'offre et de la demande, toi tu nous as éclairé ce matin. Est-ce que tu veux nous en faire un résumé? Tiens. Pardon, merci, excusez-moi. Oui, je vais faire un résumé, puis je vais aussi peut-être apporter du contraste, parce que sinon c'est moins drôle quand même. Donc je pense qu'il faut, dans la discussion qu'on avait ce matin, pour être très caricatural, il faut aussi distinguer entre ce qui peut concerner des cols blancs, pour faire court, qui ont quand même beaucoup d'options et qui peuvent s'épanouir pleinement dans le freelancing, et beaucoup de cols bleus qui sont aussi ceux qui peuvent moins télétravailler, qui font travailler, qui font que les entrepôts opèrent et que le e-commerce continue de fonctionner. Nous, quand on les regarde, on voit aussi que ce que tu disais, Camille, aussi est important. L'obsolescence des compétences, y compris pour un col bleu, elle est très rapide.
Et la statistique de l'OCDE que tu citais tout à l'heure, 30 ans dans les années 80, 3 ans aujourd'hui, elle vaut pour l'école bleue, elle vaut pour un métier de cariste qui est passé d'un métier où il y avait beaucoup de force physique à la conduite d'engin, et pourquoi pas demain, ou déjà d'ailleurs dans certains entrepôts, à de la téléconduite, voire à de l'intervention sur la tablette elle-même. Donc, fort de ça, on considère qu'il y a quand même, pour une partie importante de l'entreprise, un résidu, mais pas plus qu'un résidu, un reste de contrat social qui dit quand même l'entreprise à ses salariés, en particulier si on va parler d'une partie de population col bleu qui ont moins d'optionnalité, moins d'options que ce que tu dis, pour qui souvent le statut et le CDI, c'est un petit peu tout ce qu'ils ont. Et la contrepartie de l'entreprise, c'est aussi de créer suffisamment d'employabilité pour ces gens-là, pour qu'ils ne soient pas prisonniers d'un poste, lequel poste d'ailleurs risque de disparaître à un moment donné. Et c'est là que nous, on pousse beaucoup, mais pas que nous, hein. Je pense que c'est vraiment la ligne qu'on doit poursuivre, la formation tout au long de la vie. Alors, pour ceux qui connaissent ces sujets-là, c'est une vieille rengaine en France. On dit on n'arrête pas de parler de la formation tout au long de la vie, les pouvoirs publics essayent de changer ça, mais c'est aussi, je pense, la responsabilité des entreprises. Tu parlais de la responsabilité des DRH, je partage avec toi l'idée que le DRH moderne, contemporain, doit aller jusqu'à ses freelances parce qu'il doit gérer la ressource humaine, et ce n'est pas une extension de la gestion de la paye, sinon ça ne sert à rien. Mais il doit aussi intégrer le fait qu'il doit être dans une démarche d'apprentissage tout au long de la vie. Le secteur de l'intérim, c'est un secteur hyper formateur. Il contribue 2 fois plus que d'autres filières à la formation, tout simplement parce que, par nature, en fait, les cols bleus intérimaires doivent passer d'une industrie à une autre. 1 sur 4 va changer d'industrie dans l'année. Donc c'est très important, mais ça signifie un changement d'état d'esprit chez les employeurs, parce que ça veut dire que tu travailles sur l'employabilité, y compris de tes cols bleus, et donc ça veut dire que on n'en parle plus, on en discutait ce matin, c'est toi qui faisais la remarque, c'est-à-dire l'expression de rétention de talent, outre la métaphore un peu désagréable si on passe trop de temps à y penser, elle dit quand même quelque chose, de ce qu'on considère être notre capacité à garder les talents avec nous ou garder les personnes avec nous. Donc je pense que c'est un peu tout ça qu'il faut qu'on change, et je pense qu'ici il faut aussi voir que on va avoir des modèles d'organisation et d'entreprise beaucoup plus hybrides que ce qu'on a eu avant. Et donc il faut faire attention à pas, je pense, à un excès. Bon, on en a parlé ce matin, donc on a fait la synthèse tous les deux, donc on est d'accord, mais il faut faire attention à ne pas avoir une espèce d'excès d'emballement en se disant en fait tout le monde peut être freelance, quand on voit bien qu'il y a des situations extrêmement différentes, et ce serait une fausse promesse, je pense, de dire qu'en fait, y compris que tout salarié ou tout collaborateur de nos entrepôts peut du jour au lendemain devenir freelance sans accompagnement, sans avoir la structure autour de lui et sans avoir une trajectoire de carrière qui va commencer par celle de l'entreprise. Juste pour rebondir là-dessus, effectivement, on a eu le débat, et c'est là où intéressant, on a des vues complémentaires, c'est effectivement, on est sur un sujet de col blanc ou de col bleu, et les réalités, la précarité n'est pas du tout la même. Une stat que je partageais ce matin, qui vient du BCG, c'est que dans le monde du digital au sens large, 75% des talents se posent la question de quitter leur entreprise dans les 2 ans qui viennent. 75% des freelances veulent rester freelance. Donc ça aussi, ça dit quelque chose. Et donc si, en tant que patron d'entreprise, CDO, CIO, on ne comprend pas ça, on rate quand même quelque chose dans les années qui viennent. Un dernier sujet qu'on a abordé ensemble, c'était la transformation des organisations, en fait. C'est vraiment profondément, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai créé Envie, en fait, que j'ai abandonné l'e-commerce, pardonnez-moi. Mais c'est parce que je me suis dit que, vous l'aviez vu avant moi, le travail se transforme et que profondément, en fait, les gens, on a tous besoin, une aspiration à plus d'autonomie, d'équilibre, de sens, et que tout l'enjeu de l'entreprise, c'est de se dire, on n'est plus un monolithe pyramidal fermé, mais on va s'ouvrir, on va réussir à s'ouvrir, à devenir une espèce de, je sais pas, de hub de compétences, une espèce d'écosystème dans lequel on va créer de la valeur autrement. Et tu parlais de Schneider Electric, et c'est un exemple que j'ai découvert et qui est extrêmement éclairant. C'est quand quelqu'un, me disait, le DRH de Schneider Electric veut quitter l'entreprise pour créer sa boîte, et souvent c'est les très bons, plutôt que d'essayer de le retenir, cette fameuse rétention qu'on n'aime pas, ils disent ok, on va te payer ta formation pour créer ta boîte, mais si tu restes dans l'écosystème de notre entreprise, alors on va continuer à travailler avec toi. Donc il n'y a plus cette porosité, tu vois, dedans-dehors, entre les talents du dedans et du dehors. Donc cette transformation des organisations qui nous amène quand même à changer complètement la façon dont on voit l'entreprise. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre et on doit en être des acteurs. Quelque chose par rapport à ça, on est dans une... Si on prend... Je fais... 1 seconde philo sur l'histoire des idées. Aujourd'hui, on est dans un système néolibéral qui exacerbe le narcissisme, et donc c'est un peu ce que tu disais sur le collectif versus l'individuel. On est dans une société qui essaye de faire croire à chacun que chacun est exceptionnel, là où en fait chaque personne est singulière. Et pour moi, il y a un truc dans la RH qu'il faut prendre en compte, c'est le respect.
Et c'est-à-dire que si on veut faire collectif, parce qu'aujourd'hui il y a cette crise où en gros tout le monde veut être exceptionnel, tout le monde veut être unique, machin, alors qu'en fait on est dans une normation. C'est parce que la société néolibérale norme les gens qu'on n'arrive plus à faire collectif. Donc moi ce que je recommande et préconise notamment sur la gestion de talent, c'est de reconnaître la singularité de chacun. Donc chacune n'a pas les mêmes besoins de formation, n'a pas les mêmes besoins de flexibilité, etc. Reconnaître la singularité, ça veut dire ça veut pas dire qu'on donne tout et qu'on accepte tout de la part des salariés, mais ça veut dire qu'on respecte la singularité pour justement faire collectif. Et ça, voilà, je trouve que c'est un point aussi qui est important. Ravi d'en discuter si certains veulent me contacter après. Alors, juste en 2 secondes, on n'en a pas parlé ce matin, mais ça me fait penser, est-ce que vous connaissez la devise de la Comédie Française ? Qui connaît la devise de la Comédie Française ? Rien à voir. C'est simul et singulis. Ça veut dire ensemble et chacun singulièrement. Voilà, ça me faisait penser à toi. Donc voilà, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'aurait pas abordés encore Non, mais c'est parce que c'est pas possible de ne pas rebondir sur simul et singulis, donc merci beaucoup. Non, mais sur la singularité et chacun, simplement, tu as mentionné quelque chose d'important qui était les soft skills. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant parce que les soft skills, tout le monde a l'impression que c'est quelque chose d'un peu nébuleux et éthéré, mais en réalité, on peut avoir une analyse assez scientifique des soft skills. Chez nous, on fait beaucoup de recrutement sans CV, mais la contrepartie, c'est d'arriver à identifier des soft skills. Et donc, c'est un peu, les gens le font sans le savoir. Et je regarde certains retailers qui le font très bien parce que dans leurs entrepôts, ils sont beaucoup plus attentifs dans le recrutement. Et quelque part, les cols bleus, parfois, sont en avance sur ce qui se passe sur les cols blancs parce qu'ils disent, OK, ce qui est important, c'est finalement... pour être magasinier, pour te mettre sur une ligne de production, il va y avoir de l'expertise, mais c'est finalement moins compliqué de te former que de savoir si toi, le candidat ou candidate, tu as en toi tel ou tel aspect, le souci du travail bien fait, le goût du collectif, un ensemble de notions. Donc ça, il y a des méthodes pour le faire. Et puis se rajoute à cela, et ça j'ai trouvé ça intéressant, des entreprises qui disent ok, mais est-ce qu'il va s'adapter à la culture de tel ou tel entrepôt. Et donc on a vite fait de se dire c'est tout à fait pareil de travailler dans un entrepôt d'un retailer 1 ou d'un retailer 2, mais en fait c'est pas tout à fait vrai, les choses fonctionnent différemment. Et donc ça fait partie des choses que je pense sur lesquelles on doit travailler les prochaines années, qu'on fait beaucoup, je pense finalement sans le savoir, au travers de recrutement, de préparateurs de commandes. Et ça, je pense que ça, c'est l'avenir du recrutement. Et donc la prochaine étape, c'est chez toi, en fait. Et pour finir, à moins que tu aies envie d'ajouter quelque chose, Alexandre. Non, mais sur cette notion, déjà, on parle pas mal de sémantique aussi ce matin. Donc, pénurie de talent, c'est quoi un talent ? Donc, effectivement, la singularité versus expertise, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il y a un message qui est de dire que les talents, c'est pas uniquement ceux qui sont dans le SIRH de l'entreprise. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises raisonnent ainsi. Et que ce qui fait le projet d'entreprise, c'est pas le lien de subordination ou la fiche de paie, mais c'est l'envie et le sens du collectif. J'aime ce mot. Donc une fois, oui, c'est vrai, c'était pas à dessein en plus. Mais je pense que c'est une manière de concevoir les choses qui, effectivement, est beaucoup plus en adéquation. Encore une fois, on a beaucoup parlé ce matin, on a beaucoup de questions sur les nouvelles générations. Je pense qu'on est tous confrontés, quelle que soit l'entreprise, qu'on soit une entreprise du CAC 40 centenaire, qu'on soit une entreprise qui a 10 ans comme la mienne, au fait que les nouvelles générations, on se heurte à un disconnect. Et donc, si on ne comprend pas ça, toutes les entreprises vont à un moment donné se retrouver face à un mur. Absolument. Et puis pour conclure, on est convenu ensemble ce matin qu'il y avait une incroyable corrélation avec la révolution digitale qu'on a connue pour certains avec moi il y a 25 ans et la révolution du travail. C'est-à-dire que l'une et l'autre révolution, elles obligent chacune de nos entreprises, chacun de nous à se remettre profondément en cause et que autant la révolution digitale qui est toujours un customer-centric et qui consiste à vouloir créer le maximum de valeur autour du client, la révolution du travail, elle est candidate-centric. Et tout l'enjeu, c'est de créer le maximum d'employabilité pour chacun. Et c'est là où c'est contre-intuitif. C'est quitte à ce que cette qualité qu'on va avoir donnée, l'apprentissage qu'on a partagé, aille s'exercer ailleurs que dans notre entreprise. Mais on en récoltera les fruits. Donc voilà, il y a une corrélation entre les deux et on s'est félicité de voir ce parallèle qui nous a réjouis. Voilà. Je crois qu'on a bien résumé notre session. Merci à tous les trois. Merci à vous et bonne journée. Merci. Merci Catherine, merci à toute l'équipe. La deuxième petite session de travail collaboratif de Think Tank est autour de dompter le chaos avec Mathieu Stéphanie. Quelles sont les innovations de rupture ? Donc une équipe très riche, donc j'appelle Mathieu, Rami Battet de Carrefour, Maud Caillot.
Nicolas. Il est où Nicolas? Et Nicolas Bouzou, qui est là aussi. Je suis arrivé avant. Installez-vous. Bonjour à tous. Écoutez, on a également bien travaillé, nous, ce matin, dans cette deuxième salle, sur cette thématique qui était Dompter le chaos, un sous-titre que j'aime bien réutiliser à chaque fois, hein, je te l'ai piqué, Maud, mais qui était la fin du mois versus la fin du monde. Et un des premiers constats qu'on a pu faire, je crois qu'on était à peu près d'accord, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de négo sur le fait qu'on arrivait quand même dans un endroit qui s'annonçait pas très bien si on continuait comme ça. Donc l'environnement n'est pas une négociation possible. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que concrètement on peut essayer de se mettre d'accord ou d'aller dans un sens qui va un peu nous aider tous là-dedans. Et ce qui est intéressant dans ce que montrait Marc tout à l'heure, c'est que finalement ça rentre dans les préoccupations des entreprises. C'est-à-dire que le RSE passe devant les devs, hein, enfin, donc c'est quand même quelque chose qui est concret. Et puis on a aussi dans les craintes, dans les choses à regarder, on a vraiment toutes ces problématiques d'impact, d'environnement, de social. Donc il va falloir vraiment dompter tout ça. On avait un panel assez hétéroclite avec Maud qui a fondé donc Green God, qui est une banque green, Rami qui est le directeur exécutif de Carrefour France, et Nicolas qui est économiste. Et on a pu parler de pas mal de choses. Il y a une bonne nouvelle, après s'être dit que bon, bah, l'environnement n'était pas une négo, c'est que le mouvement est en marche. Et il y a des consommateurs, on est beaucoup, on le remarquait, à, je sais pas, avoir des... peut-être casquette Patagonia, porter des Véjas, à faire du vélo. Donc il y a un marché qui existe, qui fonctionne. La question, c'est de se dire, est-ce que ce marché est déconnecté d'un marché réel? Et on s'est vraiment posé cette question des 80% de Français et des clients qui gagnent 3 000 € par mois par foyer. Ou est-ce que même ces personnes, on peut aussi les embarquer dans une réalité dans tout ça? Nicolas, est-ce que je te laisse un peu nous synthétiser ce que tu nous as dit en intro et sur ce monde dans lequel on est et dans lequel on va? En fait, la pandémie, le réchauffement climatique et les tensions géopolitiques nous ont fait basculer dans une troisième phase de mondialisation. Et c'est ça, en fait, l'infrastructure du capitalisme contemporain. Alors, j'étais déjà très schématique tout à l'heure, donc je vais être encore plus tout de suite. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait des professeurs d'histoire dans la salle, mais s'il y en a qui me pardonnent. La première phase de mondialisation qui a commencé sous l'Antiquité, avec les usages civils du port du Pirée, était une mondialisation des biens et services. Donc ça, c'est au fond une très grande histoire de l'Occident depuis 2500 ans. Il y a eu des moments d'accentuation, hein, bien évidemment, avec les évolutions technologiques de la fin du Moyen-Âge, avec les grands traités de libre-échange de l'après-guerre. Mais voilà, schématiquement, c'était cette première mondialisation des biens et services. On a eu à partir de la fin des années 90 une deuxième mondialisation qui était la mondialisation des chaînes de valeur des entreprises, qui est un sujet que vous connaissez par cœur, c'est-à-dire que, alors je schématise, hein, mais on s'est dit, ben, en fait, les moyens de communication et les moyens de transport nous permettent d'optimiser en termes de coûts la chaîne de valeur, et donc on va faire la recherche et développement dans les pays riches, on va faire la distribution dans les marchés qui sont dynamiques, et puis la production dans les pays à faible coût de main-d'œuvre, grosso modo. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième mondialisation, et on est entré avec la pandémie, avec le réchauffement climatique, avec les tensions géopolitiques, dans une troisième mondialisation. Et c'est ça ce qu'il faut bien comprendre, parce que c'est notre quotidien, c'est pas du tout abstrait, hein, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment notre quotidien ces prochaines années, et ce sont des cycles qui sont longs, qui est une mondialisation dominée par la géopolitique, une mondialisation entre amis, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie est devenue la variable d'ajustement de la géopolitique. Les semi-conducteurs, là-dedans il y a des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs qui sont dans ce micro viennent de Taïwan. Mais si demain la Chine envahit Taïwan, Taïwan arrêtera, s'abordera ses usines de semi-conducteurs. Ou s'ils ne le font pas, la Chine fera un blocus. Donc il faut produire nous-mêmes nos semi-conducteurs. Bon, alors les Américains mettent beaucoup d'argent public pour ça. Nous, en Europe, on met aussi de l'argent public, etc. Vous voyez, donc, on a un Alors, c'est pas une démondialisation, parce qu'il y a toujours des échanges internationaux, mais c'est une géopolitisation de la mondialisation, une mondialisation entre amis, voilà, pour le dire extrêmement rapidement.
Alors évidemment, le réchauffement climatique a exactement le même type de conséquences. Il faut faire des éoliennes, il faut faire du nucléaire, il faut décarboner l'industrie à grands coups de subventions. Et donc, on voit bien le retour du politique. Au fond, on passe de la mondialisation libérale à une mondialisation que moi j'adorais. Non, mais vous savez, vous connaissez cette phrase de Desproges, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. On va reconnaître la mondialisation libérale au bruit qu'elle fait quand elle sera partie. Voilà. Et notamment, et je m'arrête là, les deux grandes conséquences très concrètes, et c'est très intéressant parce que les slides de Marc Lolivier le montraient parfaitement. Première conséquence concrète de cette sortie de la mondialisation libérale, l'augmentation des prix. Tout coûte plus cher, tout est plus rare, donc tout coûte plus cher. Voilà. Donc c'est évidemment un problème pour le consommateur. Et puisque tout coûte plus cher, puisque les prix augmentent, les taux d'intérêt augmentent. Et comme on sort d'une grande période de taux d'intérêt à 0%, vous voyez là où je veux en venir, vous avez des banques qui n'ont pas vu le coup venir. Et donc, les gens retirent leurs dépôts et elles sont mises sous tutelle et elles font faillite. Voilà. Mais tout ceci n'est pas, je veux dire, puisque je vous vois complètement catastrophé. Déjà, n'ayez aucun sentiment de culpabilité par rapport à ça. Parce que le processus de réchauffement climatique, il a commencé avec la révolution industrielle en 1820, et donc les gens de 1820 voulaient absolument pas faire de mal à la planète, donc il n'y a aucune culpabilité par rapport à ça. Ils voulaient sortir de la pauvreté, ils ont réussi à le faire, donc voilà. Et quant aux tensions géopolitiques, je ne sais pas, à moins que certains d'entre vous soient des espions du gouvernement chinois ou russe, mais en dehors de ça, on n'a pas de culpabilité à avoir. Nous, on en est les victimes et on fait ce qu'on peut. Et je trouve en plus que du point de vue économique, notamment vu la résistance de nos économies, pour l'instant, on fait très bien. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, merci Nicolas, c'est que tu parles du politique, donc qui change et qui emmène le monde, donc tu parles de géopolitique. Je vous parlais tout à l'heure je vous recommande de lire la CIO Letter de Thomas Friedberger, donc de Ticket au Capital, qui est un fonds français qui surperforme, qui a annoncé 350 millions d'euros de bénéfices là ces derniers jours sur l'année 2022, et qui aujourd'hui promeut énormément le changement en allant potentiellement en amont des législations, en disant les grands gagnants potentiellement de ces changements, enfin des entreprises qui changent, vont l'avoir fait avant d'être obligé de le faire. Et Maud, c'était un peu un des sujets qu'on avait aussi et dont on a échangé avec Rami, qui était de dire dans quelle mesure on peut peut-être faire plus avant d'être contraint à faire plus. Tu as un micro ? Non ? Tu veux ? Oui. Alors, le thème fin du monde versus fin du mois, aujourd'hui, il devient de plus en plus urgent. Et donc, moi, je recommande une prise de conscience au niveau de ma société, mais pas que. La fin du monde, parce qu'on pensait que la fin du monde, l'échauffement climatique, etc., c'est pour 2040, 2050, pour les générations futures. Alors qu'on est en train de le voir, c'est maintenant. 35 jours sans pluie, un moniteur de ski me disait que c'est la première fois qu'il pleuvait à 3000 mètres d'altitude, etc. Les éleveurs, ils voient la sécheresse, la terre qui manque d'eau, etc. Donc, ce n'est plus l'affaire des générations futures. C'est notre affaire à nous. Et pas que des bobos, c'est ce que tu disais aussi, c'est que une réalité qui te remonte du terrain, de clients, de fournisseurs. Les clients, les éleveurs, les producteurs, c'est une réalité aujourd'hui. Et en même temps, cette fin du mois dont tu parlais, effectivement, parce qu'on vient de vivre une année d'inflation. Une année pendant laquelle les prix ont augmenté en moyenne, les prix alimentaires, de 20%. Et donc, quand on regarde la structure des revenus des ménages français, 80% des Français gagnent moins de 3 000 € net par mois. Et donc, 20% d'inflation, eh bien, ça a un poids énorme. Plus de 70% de nos clients chez Carrefour, nous avons l'honneur d'accueillir 3 millions de clients par jour dans nos magasins, mais aussi sur nos plateformes digitales. Et 70% de cette clientèle gagne moins de 2 200 € par mois. Et donc, effectivement, c'est une question qui nécessite une vraie prise de conscience. Donc, une priorisation, je pense que Marc, il en a parlé tout à l'heure, c'est une vraie prise de conscience, une vraie priorisation stratégique. Et notre président, il l'a présenté dans le plan 2026 en présentant notre objectif d'atteindre 50% des volumes vendus qui soient de marque Carrefour. Parce que les marques Carrefour respectent un cahier des charges qui est l'un des plus importants qui puisse exister.
un producteur de pommes de terre m'a dit le cahier des charges en France est épais comme ça, celui de l'Europe il est épais comme ça, celui de Carrefour il est épais comme ça. Donc ça veut dire que le développement durable, le respect des producteurs, la rémunération, ça doit être stratégique dans l'entreprise. Dans les échanges qu'on a eus, Rami, ce qui a été intéressant, je pense, de noter, c'est ton approche, votre approche aussi chez Carrefour, de se dire qu'on va essayer d'aller directement là où on a le plus d'impact. C'est pas de faire trop de greenwashing, de faire d'abord un bilan carbone, de se dire voilà, on va lister ce qu'on fait mal et on va essayer de taper directement. En fait, c'est du bon sens. Du bon sens. Donc, je prends 2 exemples. J'étais à Antibes il y a 2 ans et j'ai trouvé un employé jeter un pack d'eau 2. Donc, il y a 20 œufs dedans. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous jetez ça? Il m'a dit, parce qu'il y a un œuf cassé. Et les clients, ils ne vont pas acheter un pack d'œufs avec un œuf cassé. J'ai dit, est-ce que vous feriez ça chez vous? Il m'a dit non. Moi, chez moi, je consommerai les 19 œufs et celui qui est cassé encore, je le jette. Je dis, alors on va faire la même chose ici. Et donc, depuis, on les vend maintenant en vrac, alors bien sûr à un prix moins cher. Et on a sauvé des millions et des millions d'œufs. Donc ça, c'est du bon sens. Le contrat pour travailler avec des producteurs locaux, on est passé d'un contrat de 36 pages à un contrat en 1 page sans condition, avec un paiement en 5 jours ouvrables. Ça, c'est du bon sens. Mais aussi, il y a le bon sens dans la démarche à obtenir. On sait qu'aujourd'hui, que 30% de ce que produit la terre, on le rend à la terre, mais en le jetant. 30% des buffets, ce qu'on mange dans les restaurants, ce qu'on appelle la démarque, la casse, tout cela, c'est 30%. Donc moi, je veux m'attaquer à ces 30%, à ce gaspillage alimentaire, en premier, parce qu'en faisant cela, je coche toutes les cases. Il ne faut pas oublier que j'ai une équation économique. J'ai un personnel à payer à la fin du mois. Et donc, le fait de prioriser et d'utiliser le bon sens, permet effectivement de sauver l'équation économique et aussi de sauver l'environnement. Merci, Maud. On a échangé ce matin et aussi lors d'un podcast sur un peu ton engagement à faire changer un peu le disque des grandes marques, notamment dans la banque. Et tu en reparlais ce matin en me disant presque quasiment que tu aurais gagné, même si... demain, je ne vais pas citer de grandes franchises dans la banque, mais on les connaît, changer et virer comme Green Got. Comment est-ce que tu les vois se transformer? Qu'est-ce que tu vois, enfin pas que dans la banque, mais qu'est-ce que tu vois de signaux positifs et potentiellement comment ceux qui y arrivent le font? Alors, en effet, nous, on aura gagné, et tout le monde dans la salle aura gagné si demain, Green Got n'est pas la seule banque verte dans 10 ans, parce que sinon, on aura tous les pieds dans l'eau. Et au contraire, que toutes nos banques commencent à financer les énergies renouvelables et toute la transition. Aujourd'hui, ce que je vois, est le titre de Darwin, je vais refaire ma petite histoire qu'on me racontait à l'école sur la girafe. Darwin, ce qu'il a changé, c'est avant, donc on pensait, c'est la théorie de Lamarck, que la girafe avait un long cou parce que, à force de l'étirer, son génotype avait évolué, et du coup aussi son phénotype, donc son cou s'était allongé pour aller chercher les feuilles. Et Darwin, il a dit non, c'est pas comme ça en fait que ça marche, c'est le génotype qui change, et ensuite du coup le phénotype change, et donc il est arrivé un jour un individu, girafe, qui avait un long cou et qui a réussi à manger plus de feuilles, et donc a été privilégié ensuite dans sa descendance. Et ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les entreprises qui sont, les grosses entreprises qui sont des gros paquebots, essayent beaucoup de changer en tirant leur coût, mais pas assez en changeant systémiquement à l'intérieur leur gène. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut, parce qu'il nous faut un changement systémique, car le changement climatique est là, donc pour des raisons écologiques. C'est très important que nous ayons conscience qu'à un monde à plus 2, plus 3 degrés, il y a beaucoup d'acteurs dans cette salle qui ne seraient plus là, et beaucoup de choses qui changeraient profondément de notre civilisation et dans notre vie. Il y a aussi une raison physique, très simplement. Les énergies fossiles ne sont pas des énergies renouvelables. Aujourd'hui, elles perfusionnent toute notre économie, mais on vient à bout des réserves. Et donc, il va y avoir un rétractement rétractation, je ne sais pas comment on dit, bref, qui va arriver.
Et donc il faut se préparer et pas venir en impro total quand ça arrivera. Et puis enfin, il y a aussi évidemment une raison, une opportunité business, comme toutes les crises. Cela aussi ouvre des opportunités. Il y a d'énormes places à prendre. Et on voit qu'en effet, les marques qui se positionnent dès maintenant systémiquement dans un changement et une transition, c'est un gros succès. Nous, par exemple, dans le secteur de la banque, alors, ce n'est pas un secteur extrêmement excitant, hein, et en plus de ça, on parle d'écologie, donc vraiment deux coups durs. Mais on a eu le premier jour d'ouverture, plus de 2000 tentatives d'ouverture de comptes bancaires, et des gens qui étaient excités pour ouvrir un compte bancaire parce qu'ils correspondaient enfin à leurs valeurs. Donc, quelle que soit la raison qui vous motive, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument changer rapidement, que vous êtes des acteurs qui aujourd'hui avaient un impact et aussi du coup de grosses responsabilités qui arrivent avec le fait que vous soyez de grosses entreprises et que vous avez la chance aussi d'une certaine manière de prendre une place dans l'histoire en étant précurseur et en ne nous faisant pas subir ce changement. C'est un point intéressant qu'on a abordé aussi, c'est un peu en toute fin sur la question qu'on a fini par accepter de prendre, changer le récit et de l'imaginaire collectif dans lequel en fait les entreprises peuvent avoir une responsabilité puisque de plus en plus d'entreprises prennent la parole, deviennent des producteurs de contenu, s'engagent et on le voit, ça donne quand même pas mal de succès et ça peut être des entreprises traditionnelles qui vont s'engager sur, tu l'as dit, de l'occasion, du refurbish, des back market, des grandes entreprises, ou alors des entreprises qui se créent exactement uniquement là-dessus. Oui, en effet, il faut changer absolument le rêve. Le rêve de nos grands-parents, c'était d'avoir un beau frigo et une belle voiture. Le rêve de nos parents, c'était d'aller très très loin du métro et du quotidien pour leurs vacances. Quel sera notre nouveau rêve? Un rêve qui soit compatible avec les limites physiques de notre Terre, qui soit compatible avec une limitation du changement climatique, et puis en effet qui fasse qu'on rêve d'autre chose sans que ça ait autant d'impact sur notre société. Aujourd'hui, notre consommation, elle est drivée par deux déterminants. Le premier, c'est nos besoins primaires, évidemment. Il faut qu'on mange et qu'on n'ait pas trop froid. Ça, c'est rapidement atteint. Et le second, c'est vraiment un déterminant plutôt social. C'est vraiment la hiérarchie sociale. Aujourd'hui, plus on a, plus on est. Et c'est un paradigme qu'il faut absolument changer. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une norme sociale, c'est une norme culturelle. Et que cette norme culturelle a beaucoup évolué sur les milliers d'années de notre espèce et qu'on peut encore aussi la faire évoluer. Et qu'on peut dire qu'aujourd'hui, non, posséder une grosse voiture, aller tous les week-ends à l'autre bout du monde et avoir la plus grosse empreinte carbone, c'est pas cool, c'est pas socialement désirable, c'est pas socialement mis en avant. Et au contraire, il faut prendre le vélo, avoir des baskets responsables et essayer d'avoir le moins d'impact sur la biodiversité et le climat. Alors, tu l'as dit déjà, c'est très bien que les entreprises prennent la parole pour dire quelque chose, parce que quand les entreprises prennent la parole, en général, c'est pour ne rien dire. Non, mais c'est vrai, c'est très pénible. Moi, je ne suis pas journaliste, mais si j'étais journaliste, je m'arracherais les cheveux, parce que je trouve que souvent, c'est moins bien qu'un prospectus publicitaire, en fait, la prise de parole des entreprises. Donc, il faut dire des choses, tu as entièrement raison, mais voilà, il faut vraiment dire des choses et être crédible. Donc, la crédibilité, c'est très simple, c'est juste l'adéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est juste ça qui permet d'être crédible. Sur le réenchantement du discours, mais je suis 1000 fois d'accord, d'autant plus que faites cet exercice de regarder le journal le matin, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et ce ne sont pas des petites mauvaises nouvelles. 6000 têtes nucléaires pointées sur nous, c'est pas une petite mauvaise nouvelle, c'est embêtant, quoi, vraiment. C'est stressant. Et il n'y a que ça. Et donc, il faut absolument, de façon crédible, réenchanter le discours et dire la décarbonation, c'est super, parce que c'est beaucoup mieux de vivre dans un monde décarboné que dans un monde carboné. À plein de points de vue, le vélo, c'est super, parce que c'est bon pour la santé, parce qu'il n'y a pas d'embouteillage, parce que c'est marrant, parce qu'on peut discuter. Donc, c'est vraiment bien. Manger moins de viande rouge, c'est super, parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour les vaches, comme tu le faisais remarquer très fort justement tout à l'heure. Un aspect que j'avais oublié, je suis assez... c'est vrai, homocentré encore. Mais vous voyez, et donc c'est très important d'avoir ce discours positif parce que si on fait de l'écologie par la négativité ou en expliquant aux gens il ne faut pas vivre selon vos désirs mais uniquement selon vos besoins, vous allez faire des hordes de climato-sceptiques, qui n'est pas ce dont on a besoin. Vas-y Rémi. Je suis tout à fait d'accord, il s'agit d'un changement culturel général. Et
Chez nous, chez Carrefour, on est en train d'ouvrir maintenant le 23e point de Carrefour Occasion, où les gens ils viennent laisser leurs vêtements, leurs vieux vêtements, et bien, moyennant un paiement, un bon d'achat, et bien sûr, donc ils sont revendus sans marge à d'autres clients. Et si maintenant on est en train d'ouvrir le 23e point, c'est que ça fonctionne. Il y a quand même des besoins en France. Je finis par un changement culturel que j'ai fait chez moi, à la maison, où j'ai demandé à mes enfants de noter sur une feuille au-dessus de la poubelle qu'est-ce qu'ils jettent, qu'est-ce qu'on jette, en fait les produits jetés non consommés. Cela aussi nous aide au moment où on va faire les courses la fois suivante, eh bien regarder ce qu'on a jeté et à adapter aussi l'achat, la consommation, etc. Et vraiment tout faire contre le gaspillage alimentaire. Merci Rami, merci à vous. Je voudrais, moi, avant de vous laisser aussi à mon tour remercier Sonia et Héloïse, nous laisser l'opportunité de parler de tout ça. Parce que je trouve ça courageux de faire ça dans un événement comme celui-ci. Ça peut paraître aussi pas exactement en ligne. On peut se dire qu'on est mal placé pour faire ça. Et je pense qu'au contraire, quand on parle avec Rami, on voit qu'on peut avoir de l'impact. Vous pouvez avoir de l'impact chacun, que c'est très top-down. Ça doit être décidé au plus haut. Il y a zéro leçon de morale dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Ni Maud envers Rami, ni moi envers personne. Ce sont juste des engagements qu'on peut prendre, faire. On est probablement, on l'a dit ce matin, allé trop loin dans certaines choses. Enfin, voire vraiment trop loin dans certaines choses dans les débuts des années 2000 où voilà, on parlait de différentes choses dans la grande distribution mais aussi un peu partout ailleurs. Tu as utilisé le mot bon sens, je crois que c'est juste un retour au bon sens, voilà, et ça fait du bien d'en parler one to one avec vous, donc merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous.